Nouvelle de dernière heure qui devrait inquiéter chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Le 7 janvier 2026, il y a quelques heures à peine, le chef de l'armée iranienne a lancé un avertissement sans précédent aux États-Unis. Téhéran est prêt à frapper en premier. Pas en riposte, en premier. Une frappe préventive contre les forces américaines si Washington commet ce que l'Iran appelle une erreur. Nous ne parlons pas de rhétorique diplomatique polie ici. Nous parlons d'un général iranien devant des étudiants de l'académie militaire qui menace explicitement de déclencher une guerre avant même que les États-Unis ne tirent un seul coup de feu. Et ce qui rend cela absolument terrifiant, c'est le contexte. 36 manifestants iraniens déjà morts dans les rues Donald Trump qui promet d'intervenir militairement pour les sauver. Et une opération spectaculaire au Venezuela ce week-end qui prouve que Trump ne bluffe pas. Dans les 15 prochaines minutes, je vais décortiquer exactement comment nous sommes arrivés à ce moment explosif. Qui est ce général Hatami et pourquoi sa nomination elle-même est un signal d'alarme? Pourquoi les commerçants du bazar iranien, traditionnellement loyaux au régime, se retournent contre Téhéran? Et la question que tout le monde à Washington, Tel Aviv et Pékin se pose en ce moment. Trump va-t-il réellement ordonner une frappe contre l'Iran? Ou assistons-nous au plus grand bluff géopolitique de l'histoire moderne? Parce que si vous pensez que cette crise se limite aux manifestations en Iran, détrompez-vous. Nous parlons du détroit d'Ormuz, 21% du pétrole mondial, de bases américaines à portée de missiles iraniens et de la Russie et la Chine qui observent chaque mouvement. Une seule erreur de calcul, et nous pourrions assister à l'embrasement de tout le Moyen-Orient. Laissez-moi vous donner le contexte, parce que pour comprendre pourquoi l'Iran menace de frapper en premier, il faut revenir en arrière et saisir la séquence d'événements qui a transformé une crise économique en poudrière géopolitique. Le 28 décembre 2025, tout commence dans le grand bazar de Téhéran. Des commerçants ferment boutique, pas pour les vacances, pour protester contre l'hyperinflation qui ravage leurs revenus. En quelques semaines, le mouvement se propage comme un incendie à travers l'Iran, touchant désormais 23 des 31 provinces du pays. Et voici ce qu'ils ne vous disent pas à la télévision, les chiffres économiques en Iran sont cataclysmiques. L'inflation dépasse 42%. Le rial iranien s'est effondré à plus de 1,4 million pour $1 américain. Le salaire moyen stagne à $200 par mois. Mais attendez, ça empire. Le prix du fromage a explosé de 140%, le pain de 250%, le lait de 50%, des produits de base, des familles iraniennes qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants. Prenez la famille Rezaï à Téhéran. Monsieur Rezaï travaille comme mécanicien depuis 25 ans. Son salaire mensuel de 12 millions de rials valait environ $500 il y a 2 ans. Aujourd'hui, moins de $9. Madame Rezaï dépensait 3 millions de rials par mois pour nourrir sa famille de 4 personnes. Aujourd'hui, ce même panier de courses coûte 11 millions. Elle rationne le pain. Ses enfants mangent du riz et des légumes une fois par jour. Pas par choix, par nécessité économique brutale. Multipliez l'histoire de la famille Rezaï par 88 millions d'Iraniens et vous commencez à comprendre pourquoi les gens descendent dans la rue. Mais voici le tournant critique. Ce qui commence comme une révolte économique devient rapidement politique. Dans les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Kermanshah, les manifestants ne scandent plus « Nous voulons du pain ». Ils crient « Mort à Khamenei »,« Mort au dictateur ». Cette année sera une année de sang. Sayed Ali sera renversé. Et c'est là que ça devient historique. Les commerçants du bazar, traditionnellement un pilier du régime, se retournent contre le pouvoir. Pendant la révolution de 1979, c'était le bazar qui finançait l'ayatollah Khomeini. Aujourd'hui, leurs fils et petits-fils ferment boutique pour protester contre ses successeurs. Quand vous perdez le bazar en Iran, vous perdez l'économie réelle du pays. Maintenant, ajoutez la pression externe. Le 13 juin dernier, Israël lance une attaque sans précédent contre l'Iran. Des installations militaires, des sites nucléaires, même des zones habitées. Les États-Unis se joignent brièvement au conflit pour frapper 3 sites nucléaires majeurs. Cette guerre de 12 jours tue plus de 1000 personnes selon les médias d'État iraniens, dont des hauts responsables militaires et des scientifiques nucléaires. Les dégâts aux installations nucléaires sont considérables. C'est cette guerre qui crée le contexte pour ce qui se passe aujourd'hui. L'Iran sort de ce conflit économiquement ravagé, militairement affaibli et politiquement humilié. Le régime est contraint de réduire encore davantage les subventions. L'économie s'effondre et 6 mois plus tard, en décembre 2025, les Iraniens explosent. Décortiquons exactement ce qui se passe sous la surface, parce que cette crise n'est pas juste une révolte populaire. C'est un affrontement à 3 niveaux, interne, régional et global. Selon l'ONG américaine Human Rights Activist News Agency,
Au moins 36 personnes ont été tuées au cours des 10 premiers jours de protestation. L'organisation Iran Human Rights, basée en Norvège, fait état d'au moins 27 manifestants abattus par les forces de sécurité dans 8 provinces. Les médias officiels iraniens, eux, évoquent 15 morts, dont des membres des forces de sécurité. Plus de 2000 arrestations ont été recensées, bien que le nombre réel soit probablement beaucoup plus élevé. Des témoignages font état de tirs à balles réels, notamment dans les régions kurdes comme Malek-Shahi. Des militants rapportent des raids dans les hôpitaux pour arrêter des manifestants blessés. De nombreux mineurs figurent parmi les détenus. C'est une répression systématique, chirurgicale et meurtrière. Et voici ce qui est fascinant. Le régime iranien lui-même est divisé sur la réponse à donner. Le guide suprême Ali Khamenei adopte la ligne dure. Samedi dernier, il distingue les revendications justes des commerçants des émeutiers qui doivent être remis à leur place. Le chef du pouvoir judiciaire prévient qu'il n'y aura aucune indulgence envers quiconque porte atteinte à la République islamique. Mais le président Massoud Pezeshkian, lui, adopte une ligne radicalement différente. Mercredi, il ordonne aux forces de sécurité de ne prendre aucune mesure à l'encontre des manifestants, tout en faisant une distinction claire avec les émeutiers armés qui attaquent des commissariats. Cette position contraste violemment avec Khamenei et les commandants militaires, et c'est là que Donald Trump entre en scène. Sur Truth Social, Trump déclare « Si l'Iran tire sur des manifestants pacifiques et les tue violemment, les États-Unis viendront à leur secours. Washington est prêt, armé et paré à intervenir. » Maintenant, vous pourriez penser que c'est juste de la rhétorique. Mais ce week-end, Trump fait quelque chose qui change tout. Les forces américaines mènent une opération militaire spectaculaire au Venezuela. Elles capturent le président Nicolás Maduro, un allié de longue date de Téhéran, pour le traduire en justice à New York. Cette intervention démontre que Trump ne bluffe pas. Il est prêt à agir militairement dans des régions considérées autrefois comme hors de portée. Dimanche, à bord d'Air Force One, Trump réitère « L'Iran sera frappé très durement si des manifestants sont tués ». Et voici la donnée critique que personne ne mentionne. Des sources médiatiques rapportent que les États-Unis ont déplacé une puissance aérienne lourde vers le Moyen-Orient ces derniers jours. Pas de changement majeur dans les niveaux de troupes au sol, mais une concentration de bombardiers stratégiques, de chasseurs F-35, probablement des drones Reaper. C'est un signal stratégique qui ne trompe personne à Téhéran. Et c'est dans ce contexte explosif qu'intervient le général de division Amir Hatami. Mercredi 7 janvier, devant les étudiants de l'Académie militaire à Téhéran, Hatami déclare « La République islamique considère l'intensification de la rhétorique ennemie comme une menace directe. Cette situation ne restera pas sans réponse. Les forces armées iraniennes sont aujourd'hui bien mieux préparées qu'avant la guerre de juin. Si l'ennemi commet une erreur, la riposte de l'Iran sera plus ferme et décisive. » Mais voici ce qui est crucial. Hatami a pris le commandement en chef de l'armée après qu'Israël ait tué plusieurs hauts gradés lors du conflit de juin. Il est le premier officier militaire régulier depuis des décennies à occuper un poste longtemps contrôlé par les gardiens de la Révolution. Sa nomination elle-même témoigne d'un bouleversement interne massif dans l'appareil militaire iranien. Traduction. L'Iran restructure son commandement militaire, renforce l'armée régulière et place un général qui promet de frapper en premier. Ce n'est pas de la posture. C'est de la préparation opérationnelle. Maintenant, parlons de ce que tout cela signifie pour les gens ordinaires, parce que derrière les menaces militaires et les statistiques économiques, il y a des millions d'Iraniens pris en étau entre un régime qui tire sur son propre peuple et des puissances étrangères qui menacent d'intervenir. Revenons à la famille Rezaï. Leur fils aîné, Reza, 22 ans, étudiant en ingénierie, a participé aux manifestations à Téhéran. Le 3 janvier, il est sorti manifester avec des amis. Il scandait des slogans anti-régime dans les rues du quartier de Vanak. Les forces de sécurité sont intervenues avec des gaz lacrymogènes, puis des tirs de chevrotine. Reza a pris 3 projectiles dans la jambe gauche. Ses amis l'ont traîné dans une clinique clandestine parce que aller à l'hôpital signifie l'arrestation immédiate. Madame Rezaï ne dort plus. Elle ne sait pas si son fils sera arrêté lors d'un raid. Elle ne sait pas si les États-Unis vont bombarder Téhéran. Elle ne sait pas comment elle nourrira sa famille le mois prochain si l'inflation continue de grimper. C'est ça, la réalité humaine de cette crise. Et ce n'est pas juste Téhéran. À Kermanshah, une ville de 950 000 habitants dans l'ouest de l'Iran, les manifestations ont été particulièrement violentes. La population kurde, historiquement marginalisée par le régime, est descendue massivement dans les rues. Les forces de sécurité ont répondu par des tirs à balles réels. Au moins 7 personnes ont été tuées rien qu'à Kermanshah, selon les ONG locales. Prenez Leila, une enseignante de 34 ans à Kermanshah.
Elle ne participait même pas aux manifestations. Elle rentrait chez elle après l'école quand une manifestation a éclaté dans sa rue. Les forces anti-émeutes ont chargé. Dans la panique, Leila a tenté de se réfugier dans une boutique. Un policier l'a frappée à la tête avec une matraque. Elle a passé 3 jours à l'hôpital avec un traumatisme crânien. Son crime? Être au mauvais endroit, au mauvais moment. Et maintenant, imaginez que vous êtes un commerçant du bazar. Vous avez soutenu le régime pendant des décennies. Vous avez payé vos impôts, respecté les règles, prié aux bonnes mosquées. Mais cette année, votre chiffre d'affaires s'est effondré de 70%. Les clients n'ont plus d'argent. Les importations sont bloquées par les sanctions. L'inflation rend impossible toute planification commerciale. Alors vous fermez boutique pour protester, et le régime vous traite d'ennemi de la République islamique. C'est exactement ce qui est arrivé à Mohamed, un marchand de tapis de 58 ans au Grand Bazar de Téhéran. Son commerce familial existe depuis 4 générations. Il a vendu des tapis persians aux touristes du monde entier. Aujourd'hui, il n'y a plus de touristes. Les sanctions occidentales ont tué le marché d'exportation et l'économie locale s'est effondrée. Le 28 décembre, Mohamed ferme sa boutique et rejoint la grève. Le 5 janvier, 3 agents du ministère du Renseignement viennent frapper à sa porte à 5 heures du matin. Ils l'emmènent pour interrogatoire. Sa famille est sans nouvelles depuis. Multipliez ces histoires par des milliers, et vous comprenez pourquoi l'Iran est au bord de l'explosion. Ce n'est pas une crise théorique. Ce sont des vies brisées, des familles déchirées, des rêves écrasés par une économie effondrée et un régime qui répond par la violence. Alors, que se passe-t-il maintenant? Traçons les scénarios pour les 30 à 10 prochains jours, parce que nous sommes à un point de basculement historique. Scénario 1. Si Trump décide d'intervenir militairement, même de manière limitée, l'Iran a déjà dit clairement ce qui se passera. Ali Bagheri, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, a averti. Toute intervention américaine plongera la région dans le chaos. Le porte-parole du Parlement iranien a précisé « Toutes les bases et forces américaines deviendront des cibles légitimes ». Traduction: si les États-Unis frappent, l'Iran ripostera contre les bases américaines en Irak, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn. La base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, qui abrite 10 000 soldats américains et des escadrons de F-35, est à portée des missiles balistiques iraniens. En juin dernier, l'Iran a déjà frappé cette base. Ils le referont. Et il y a pire, le détroit d'Ormuz, ce passage maritime de 39 km de large par lequel transite 21% du pétrole mondial. Des responsables iraniens ont évoqué à plusieurs reprises la fermeture de ce détroit en cas de conflit. Si l'Iran mine le détroit où y coule un pétrolier, nous assistons à un choc énergétique mondial immédiat. Le prix du baril explose à 150, 200 $. L'inflation mondiale s'emballe. Scénario 2. Si les manifestations continuent de s'intensifier, le régime pourrait s'effondrer de l'intérieur. Des analystes notent que la participation des commerçants du bazar est un indicateur critique. Si le bazar reste fermé pendant des semaines, l'économie réelle de l'Iran s'arrête. Le régime perd ses revenus fiscaux. Il ne peut plus payer les salaires des fonctionnaires, des forces de sécurité, même des gardiens de la Révolution. Historiquement, quand un régime autoritaire ne peut plus payer ses hommes armés, c'est là qu'il tombe. L'Union soviétique n'est pas tombée à cause de la démocratie, mais parce que l'État ne pouvait plus payer les salaires. Si l'Iran atteint ce point, nous pourrions assister à un changement de régime en quelques semaines. Scénario 3. Le scénario le plus sombre. Le régime écrase les manifestations par une répression massive, tuant des centaines de personnes. Trump utilise cela comme prétexte pour lancer des frappes humanitaires contre l'Iran. L'Iran riposte. Israël se joint au conflit. Les alliés de l'Iran, notamment les milices en Irak, au Liban, Hezbollah, au Yémen, Houthis, entrent en guerre. La Russie et la Chine fournissent un soutien diplomatique et militaire à Téhéran. Et nous voilà avec une guerre régionale totale impliquant plusieurs puissances nucléaires. Les 30 prochains jours, les indicateurs à surveiller. Dans les 30 prochains jours, surveillez 3 indicateurs clés. Le nombre de morts. Si le bilan dépasse 100, la pression internationale sur Trump pour intervenir deviendra irrésistible. La position du bazar. Si les commerçants rouvrent, le régime a gagné. S'il reste fermé, l'économie s'effondre. Les mouvements militaires américains. Si des porte-avions supplémentaires se dirigent vers le golfe Persique, si des bombardiers B-52 sont déployés, c'est le signal qu'une frappe est imminente. Dans les 90 jours, nous saurons si l'Iran survit à cette crise ou si nous assistons à un changement de régime historique. Si les manifestations continuent en mars-avril, pendant le Nowruz, le Nouvel An persan, un moment symbolique majeur pour les Iraniens, le régime pourrait perdre toute légitimité. Et il y a un facteur externe critique. Les élections de mi-mandat américaines en novembre 2026. Trump voudra montrer des résultats
avant ces élections. Si l'Iran est toujours en crise en septembre-octobre, les incitations politiques de Trump seront de paraître dures, pas conciliants. Attendez-vous à une escalade renouvelée à l'automne 2026. Rassemblons tout, parce que ce à quoi nous assistons en ce moment est sincèrement historique et profondément inquiétant. Voici les 3 points critiques que vous devez comprendre. Premièrement, une triple crise simultanée. L'Iran traverse simultanément une crise économique catastrophique avec une inflation à 42%, une révolte populaire qui touche 23 provinces et des menaces d'intervention militaire américaine. Aucun régime, aussi autoritaire soit-il, ne peut gérer ces 3 crises en même temps indéfiniment. Quelque chose va céder. Deuxièmement, la fin du bluff. Pendant des décennies, les menaces militaires entre Washington et Téhéran étaient du théâtre géopolitique. Mais l'opération au Venezuela ce week-end a changé les règles. Trump a démontré qu'il est prêt à agir militairement contre des alliés de l'Iran, même dans leur propre territoire souverain. Ce n'est plus du bluff, c'est de la doctrine opérationnelle. Troisièmement, les conséquences mondiales. Si cette crise dégénère en conflit militaire, nous ne parlons pas d'une guerre locale. Nous parlons du détroit d'Ormuz fermé, du prix du pétrole qui explose, de l'inflation mondiale qui s'emballe, de la Russie et la Chine qui soutiennent l'Iran et d'Israël qui intervient massivement. C'est une guerre régionale avec des répercussions mondiales immédiates. La ligne de fond, nous sommes à l'aube d'un des moments les plus dangereux de l'histoire récente du Moyen-Orient. Le général Hatami ne menace pas de frapper en premier par bravade. Il se prépare à une guerre qu'il considère comme inévitable. Trump ne menace pas d'intervenir par rhétorique électorale. Il positionne des forces militaires pour une opération réelle. Et maintenant, la question que j'ai posée au début, celle qui reste ouverte, Trump va-t-il réellement ordonner une frappe contre l'Iran ou est-ce le plus grand bluff géopolitique de l'histoire moderne? Ma réponse, après avoir analysé chaque élément de cette crise, ce n'est pas un bluff. Les deux camps se préparent à une confrontation militaire. La seule question est de savoir qui tirera le premier coup de feu et si ce coup de feu déclenchera une guerre régionale totale. Alors maintenant, c'est votre tour. Que pensez-vous qu'il va se passer? Trump va-t-il lancer des frappes dans les 30 prochains jours? Le régime iranien va-t-il s'effondrer de l'intérieur avant que la guerre n'éclate? Ou assistons-nous à une répétition de 2003 en Irak, avec une intervention américaine qui déstabilise toute la région pour des décennies? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je suis sincèrement curieux de vos perspectives, surtout si vous avez des connexions avec la région, si vous travaillez dans l'énergie, la défense ou si vous suivez le Moyen-Orient de près. Cette crise est loin d'être terminée. Et ce qui se passe dans les prochaines semaines pourrait redessiner la carte géopolitique mondiale pour les décennies à venir. Merci de regarder. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les mises à jour en temps réel sur cette situation qui évolue d'heure en heure. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette histoire qui malheureusement ne fait que commencer.